Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, pour mon challenge crypto, je vous propose de parler de Kava, qui est du coup une crypto un peu particulière, qui est aux portes du top 100. Donc je vais vous partager tout de suite la présentation. Comme d'habitude, on va d'abord présenter le projet, ensuite on parlera de la tech, puis de la tokenomique. On fera un petit point sur les forces et les faiblesses, et on ira voir une analyse graphique. Donc, on est parti. Kava, donc j'ai fait une petite capture d'écran, c'était il y a quelques heures, je pense que ça a un peu bougé depuis. Il était en 101e position, coûtait autour de 1 dollar pour un token, capitalisation autour de 380 millions de dollars et des volumes pas trop mauvais, 10% environ de la capitalisation, autour de 35 millions. Donc, c'est une blockchain de layer 1 qui va combiner la vitesse et l'interopérabilité de Cosmos avec la puissance de développement d'Ethereum. Donc quand on parle de puissance de développement, on parle bien évidemment de toutes les apps de la partie DeFi. Et dans le cas de Kava, ils se sont beaucoup orientés sur tout ce qui est pool de liquidité, swap, donc concrètement des activités de la DeFi. Donc au niveau de l'histoire et des faits, ça a été développé par Kava Lab, qui existe depuis 2015. C'est en création depuis 2017 et le token a été listé en 2019. Donc ça fait déjà bientôt 4 ans. Ils ont levé lors de la ICO 3 millions de dollars. L'offre qu'ils proposent, elle est surtout orientée, comme je le disais, DeFi, donc des prêts-emprunts dans leur KE, lending, du swap. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font cross-chain, donc ils le font sur Cosmos, sur Ethereum et sur BNB. Notez qu'il y a des API assez élevés, donc les API, c'est les intérêts que vous avez quand vous participez à ces activités-là. Par exemple, vous faites des prêts. Quand vous faites des prêts, on va vous rendre, on va vous donner des intérêts sur le prêt que vous avez passé. Et dans leur cas, ça va de 15 à 30%, c'est quand même super super élevé. Donc je ne sais pas exactement comment ils font pour maintenir des prêts aussi élevés, parce que voilà, c'est un vrai coût. En général, c'est en face la personne qui emprunte qui paye, mais je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui payent aussi cher. Alors notez que API, c'est le rendement que vous avez sur une année quand vous réinvestissez euh, les intérêts que vous percevez. Donc c'est pas net d'intérêt. Voilà, on va passer maintenant à la partie tech du projet. Donc il se trouve être en proof of stake, on pouvait un peu s'y attendre, donc au niveau du consensus de sécurité, ça veut dire qu'on a des validateurs qui gardent des tokens, qui les stackent pour faire tourner la blockchain, pour valider les blocs, donc pour sa sécurité et son fonctionnement. Et bien évidemment, en échange de ça, les validateurs sont récompensés en tokens Kava. Donc notez que les 100 premiers nœuds qui valident les blocs de la blockchain vont en fait être les principaux acteurs. Ils vont recevoir du coup une participation en jeton Kava, donc c'est bien ce que je voulais vous dire. Le point ici important, c'est que c'est les 100 premiers nœuds. J'ai mis des guillemets parce que c'est vraiment une situation brute de ce que j'ai trouvé. Et l'autre point, c'est qu'ils gagnent aussi des tokens Kava sur les frais de transaction du réseau. Donc par le stacking et par les frais de transaction. Par contre, a priori, il n'y en aurait qu'une centaine. Donc potentiellement un peu de centralisation de ce côté-là. Autre point, Kava, ils ont développé leur propre stablecoin, le USDX. Donc c'est cool, hein, dans l'idée, c'est plutôt cohérent avec le fait, avec la pratique qu'ils ont. Le problème, c'est que il n'est pas peg au dollar, c'est-à-dire qu'un USDX, qui est censé être un stablecoin, ne vaut pas 1 dollar. À l'heure actuelle, ça vaut autour de 0,87. Donc c'est un gros problème parce que du coup, c'est pas un stablecoin dans lequel on peut avoir vraiment confiance. Je pense qu'ils ont eu des gros problèmes depuis Terra Luna. Ils étaient un peu. Dans le fonctionnement et dans leur image, il y avait un peu une association qui était faite et leur stablecoin a perdu en valeur depuis cette période-là. On va maintenant passer à la partie tokenomique. Donc là, l'idée, c'est que je vous ai mis un maximum d'infos en fonction de ce que j'ai trouvé. Donc déjà sur CoinMarketCap, on voit qu'il y a une capitalisation de marché, comme je l'ai dit, 382 millions. On voit que l'offre en circulation, c'est 95 millions de Kava, et que l'offre totale, c'est 382. Donc c'est très curieux, parce que l'offre en circulation devrait être inférieure à l'offre totale. Donc là, peut-être une erreur de la part de CoinMarketCap, je ne sais pas. Ce qui est important en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'offre maximale.
donc pas de limite de création de tokens. C'est-à-dire que potentiellement il y a une inflation. Comme je vous le voyais, j'ai écrit, hein, on n'a pas d'information, j'ai pas su trouver le chiffre de l'inflation. Au niveau du coup de la TVL en bas à gauche, vous voyez qu'ils ont 225 millions de tokens Kava qui sont stackés, donc ça c'est vraiment beaucoup parce que c'est plus de 50% de la supply, donc ça veut dire que soit les gens ont confiance dans le consensus, dans le projet, soit, et c'est plutôt ça à mon avis, il y a un très gros rendement, comme on a pu le voir, et donc les gens gardent quand même des liquidités dessus. En soi, c'est quand même une bonne nouvelle tant qu'ils arrivent à tenir cela. Donc on n'a pas eu de camembert pour la répartition, mais on a quand même quelques chiffres. 40% des jetons initiaux qui ont été vendus aux investisseurs privés, donc 60% qui ne l'ont pas été, hein. 6,5 quand même qui ont été sur le Binance Launchpad, donc pour lancer le projet sur Binance et attirer du monde concrètement, pour faire des récompenses, etc. etc., etc. Bon, ils ont quand même levé 3 millions grâce à ça, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est ce dont on a parlé en début de vidéo. Pour le reste, donc les 60%, enfin 53,5% restants, il y en a un quart qui ont été versés aux actionnaires de Kava Labs, presque 30% qui gardent en trésorerie, donc dans leur fonds concrètement, et pour se développer. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même pas mal de liquidités pour eux. Donc bah, écoutez, tant mieux pour eux, hein. Notez que les informations a priori datent un peu, mais ils estimaient, en tout cas selon Binance, que la dilution devait atteindre 100% en octobre 2022, donc il y a plusieurs mois. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, est-ce que ça veut dire qu'on devait atteindre l'offre max, que je ne vois toujours pas. Donc vous voyez, c'est un peu flou là, au niveau des informations qu'on peut trouver. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur la tokenomique. On peut quand même donner un point sur les utilités du token, les paiements bien évidemment sur la blockchain, l'accès aux services proposés, les votes, donc l'aspect gouvernance, pouvoir avoir du coup un poids dans la direction du projet, et le stacking, hein, le stacking qui n'était pas marqué, mais évidemment, vous pouvez stacker les tokens, on est en proof of stake, donc c'est comme ça que ça fonctionne, au moins pour les 100 validateurs. Donc voilà tout ce que je voulais dire sur la tokenomique. On va passer à la dernière partie du fondamental, à savoir les forces et les faiblesses. Donc on a quand même un fonctionnement qui est intéressant, surtout sur l'aspect cross-chain, hein, qui à mon avis est une thématique très très pertinente, thématique d'avenir selon moi, hein. Le pouvoir communiquer entre les blockchains, c'est vraiment la base. Donc les applications qui pensent déjà ça sont, à mon avis, sur des rails intéressantes. Il y a eu un lien avec Terra Luna, il y a eu des grosses inquiétudes à cette époque-là, en tout cas de ce que j'ai pu voir, et il aura survécu, il a survécu à cette période-là, donc très bien, je vais dire c'est une bonne nouvelle. Peut-être un jour, j'en ai déjà un petit peu entendu parler, mais j'ai rien vu pour le moment, faire une cross-chain avec Bitcoin, ce serait vraiment, vraiment bien. Autre point, plus de 50% de la supply en stacking, donc ça c'est toujours un très bon point, parce que c'est 50% de la supply qui vont pas bouger, qui vont pas dump tout de suite, donc ça c'est un point qui est plutôt attrayant. Donc ça donne soit, comme je le disais, confiance, enfin soit les investisseurs ont confiance dans le projet, mais surtout quand on est investisseur potentiel, on peut avoir confiance parce qu'on sait qu'il ne va pas y avoir d'énormes dumps tout de suite. L'autre point, et qui est évidemment c'est évidemment le point clé, c'est qu'il y a des gros rendements, donc c'est certainement pour ça qu'il y a autant de TVL. Au niveau des points négatifs, si je puis dire, bah, du coup, il a beaucoup souffert depuis Terra Luna, on l'a vu, hein, l'USDX qui du coup n'a toujours pas repeg, hein, toujours pas égal à 1 $, et un marché avec une concurrence énorme, notamment AAVE, Uniswap, il y en a plein d'autres, hein, dont Torchain qu'on a déjà étudié sur la chaîne. Donc voilà, la DeFi c'est quand même un secteur qui est quand même largement concurrentiel, donc c'est pas évident de se faire une place. Autre point, dans la partie économique, moi j'aime pas du tout, quand il n'y a pas de supply max, toujours un peu inquiétant. Après, en plus, quand on n'a pas l'information sur l'inflation, parce que si on sait qu'une inflation, qu'elle est de par exemple 1-2%, bon, c'est pas inquiétant, mais là on n'a pas l'info, donc pour moi c'est pas bon, ça, j'aime pas du tout. Et je me pose quand même la question des rendements, quand on propose du 15, du 20, du 30% par an, même en API, est-ce que vraiment ça se tient dans le temps? Ça, j'en sais rien. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire sur la partie fondamentale. On va faire une petite analyse graphique, même si vous l'aurez sûrement compris. À titre personnel, je ne vais pas investir sur ce projet, en tout cas pas pour le moment. Donc, je vous propose quand même d'aller voir sur TradingView les zones d'intérêt. Donc voilà, on est en vue weekly. Ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est que le plus bas, c'est la ligne verte que j'ai tracée ici, n'a pas été touché durant notre actuel bear market. On voit aussi qu'il allait extrêmement haut, Kava il allait à presque 9 $.
sur les plus hauts, qui étaient en août, hein. Donc ça c'est intéressant. Ça nous montre quand même que depuis août du coup de 2021, on est en tendance baissière. On a eu un presque plus haut ici en avril 2022 par rapport à janvier. Mais voilà, en baisse globalement, en tendance baissière, et c'est toujours le cas, hein. On a eu à chaque fois quand même des belles hausses, mais on va les voir nous sur la période qui nous intéresse. Donc notez qu'on est autour de 1 $, donc on est vraiment... Pour retrouver les plus hauts, il faut refaire un x10 encore, hein. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a bien suivi la hausse globale du marché. Normal, hein, la DeFi ça marchait plutôt bien. Donc il nous a quand même fait, depuis les plus bas de décembre, 1 x2. Voilà, il nous a pris 100%. Et là il corrige, comme beaucoup de cryptos je pense, donc on est sur une semaine de correction. En même temps on a eu 4 énormes semaines de hausse. Potentiellement il va retenir dans cette zone-là, la zone verte, hein, entre 0,8 et 0, soit 0, ouais, 0,9, un peu en dessous de 0,9. 0,8, 0,72, enfin 872 du coup. Et si vraiment on est sur une période baissière fortement, on ne sait pas trop ce qui va se passer sur un retournement, je pense que la zone idéale pour racheter, c'est bien évidemment les plus bas qu'on avait ici, autour de 0,5, 0,6. Tout à fait incertain qu'on retourne là, hein, même assez peu probable, à part grosse mauvaise news. Donc si ça vous intéresse, je pense que là c'est une bonne zone de rechargement. 0,8, 0,9, c'est pas trop mal. Au niveau des résistances, c'est intéressant de regarder qu'il a buté déjà sur les zones de juin 2020 et même de février 2020. Vous voyez, il a les buter ici. Donc on peut supposer qu'une partie de la liquidité qui existait a été prise s'il y avait déjà des ordres, ce qui est sûrement le cas. Et donc prochainement, s'il y a un gros pump, il ira peut-être jusque là. Du coup, je vois encore une grosse zone là de travail sur l'année 2021 et fin 2020, autour du coup des 1,4, 1,5. On peut regarder 2-3 indicateurs du coup avant de fermer la vidéo. Je vous propose du coup le RSI. Ce qui est intéressant, c'est qu'en weekly, on a effectivement été en dessous des 30, juste là, juste sur les plus bas de décembre-janvier. Pour remonter, on n'est pas en extrême vente, hein. En extrême achat, pardon. Vous voyez, on n'est même pas remonté à la moitié, on est retourné à 41. Donc voilà, un RSI qui a encore de la place, manifestement. Au niveau des volumes, on a quand même eu 3-4 très belles semaines, même s'il y a des volumes plus légers sur les 2 dernières semaines. Et on voit que les volumes à la vente sont quand même relativement bas. Ils sont même franchement pas élevés, hein, par rapport au volume qu'on a pu voir auparavant. Donc plutôt une bonne nouvelle. Et pour finir, du coup, les moyennes mobiles, mais qu'on va aller voir en daily. Je vous fais ça tout de suite. C'est un petit peu brouillon. On va enlever voilà, les dessins. On voit que du coup on est allé jusqu'à la moyenne mobile 100 jours. On a rebondi dessus pendant un moment, elle a servi de support. Là ça a break jusqu'à la 20 jours du coup. Et en général, quand on est dans des périodes de hausse comme ça, si on considère que la hausse va continuer, acheter sur la moyenne 20 jours, c'est souvent un indicateur utilisé. Sachez-le, je ne vous dis pas que c'est un bon indicateur, je vous dis que c'est un indicateur qui est utilisé. Par exemple, là si on suit ici, on voit que là c'était une journée au niveau du 8 janvier pour acheter. Là il y a eu une mèche au niveau du 12. Il y a certainement des gens qui ont racheté dessus parce que c'est une technique qui est utilisée, il faut le savoir. Donc là il y a peut-être des gens juste qui vont racheter et ça va peut-être repartir, ou pas du tout. Mais si on est en tendance haussière et qu'on considère que ça va continuer à hausser, là ça invalide un peu ce que j'ai dit avant. Ça peut être une stratégie d'acheter sur la moyenne mobile 20 jours, donc la moyenne rouge, et donc là on est juste dessus. Notant que du coup la résistance de la moyenne 100 jours est juste au-dessus, donc à voir comment ça va jouer. Et après on vise la moyenne de 100 jours qui, vous voyez, correspond quasiment à la zone dont je parlais pour la seconde résistance. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur Kava. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.